Bonjour. Du coup, je vais être là pour vous présenter mon MSR par rapport à ce que j'ai fait et un peu de contexte par rapport à pourquoi je le fais. Donc, mon MSR a un contexte un peu particulier, qu'il est la suite de mon stage de 6 mois que j'ai fait au premier semestre dans un laboratoire d'électronique de puissance, donc la place, qui est situé en plein centre de Toulouse, sur le site de l'ENSET. Le but de ce stage a été d'évaluer un convertisseur à utilisation automobile. Donc, pour faire simple, un convertisseur qui prend du 48 volts en entrée et du 12 volts en sortie, et de voir comment on pouvait l'amener plus loin dans son utilisation. Donc l'objectif était d'implémenter une nouvelle loi de commande via des outils de simulation qu'on a utilisés ici à l'ICAM aussi, comme Plex ou LTSpice. Et le but, c'était de voir comment on pouvait vraiment piloter entièrement un convertisseur état par état et l'utiliser et voir le rendement que ça pouvait avoir dans une utilisation industrielle. Donc, suite à ce premier semestre fait au Laplace, j'ai pu voir comment fonctionnait le milieu scientifique via des papiers et un environnement scientifique. Et j'ai pu arriver à des résultats que j'ai pu présenter et qui sont relativement simples, mais qui nécessitent d'avoir 3 lots de commandes supplémentaires. Suite à ça, j'ai pu voir avec le cadre de l'ICAM pour continuer les travaux de mon stage dans le Laplace. Et du coup, vient mon MSR au 2e semestre, où en fait, j'ai pu travailler sur l'implémentation de ces lois de commande dans un processeur FPGA prêté par le Laplace et sur une carte Dixon qui est le convertisseur utilisé. Donc la méthode de travail, ça a été de designer les lois de commande sur Verilog, de les implémenter, après de les tester au fur et à mesure du semestre. On a pu avoir des problèmes comme des réussites. On a eu des cartes qui ont posé des gros soucis par rapport à ce qu'on attendait. On a eu des surchauffes et des fois des peurs de faire exploser les cartes. Mais en grosses lettres, en fait, on arrive à faire rentrer dans le FPGA 3 lois de commande différentes qu'on va faire changer en fonction de là où on en est et de ce qu'on veut faire sortir de la carte Dixon. Donc pour les risques qui nous restent à faire, en fait, ça va être gestion de bruit et commutation, et aussi le fait de faire un rapport par rapport à ces recherches, parce que le but aussi, ça va être de rédiger un article scientifique qui va être publié dans un journal, pour ensuite avoir une présentation dans des conférences scientifiques. Donc c'est à peu près tout, et j'espère pouvoir vous en parler un peu plus si vous avez des questions, et pouvoir éclairer votre lanterne. Donc Léopold Rogier et moi-même, Léo Daniel, allons vous présenter les enjeux autour de notre MSI sur le drone de tracking. Donc c'est pas vraiment en fait un sujet drone, c'est plutôt le système qui vient se mettre sur le drone, qui doit être indépendant du drone et autonome. Voilà, donc le but c'est de faire la détection d'images, d'avoir un modèle de vision et de piloter un support 3 axes en conséquence. Donc, je vais maintenant vous présenter le contexte du projet. Donc, nous travaillons sur une carte de développement qui est déjà existante chez le client. Et pour cela, nous devons construire une brique technologique pour qu'il puisse la réutiliser pour d'autres projets. Et donc notre but c'est de livrer un prototype qui soit fini, fonctionnel et reproductible par la suite par le client au sein de son entreprise. Voilà, donc cette carte de développement, on ne l'a pas vraiment choisie, mais elle doit être en tout point spécifique à celle de notre client. D'abord parce qu'elle doit recevoir un flux vidéo et avoir des interfaces qui répondent à tous les besoins de notre projet, notamment voilà, l'envoi de commandes et la possibilité de faire du debug en direct sur le code qu'on injecte directement dans la carte, mais également d'avoir une capacité de traitement qui est, de mémoire vive qui est très élevée, parce que quand on fait de la vision et du traitement d'images et de l'injection de modèles IA, c'est très coûteux en mémoire vive. Et le deuxième composant sur lequel on a travaillé, c'est la gimbal, donc le support 3 axes. Son objectif principal, c'est de stabiliser la caméra qui est placée donc sur son support, et elle permet donc d'avoir un suivi qui soit direct et autonome de la cible. Et pour cela,
On a en fait une commande via un signal PWM qui est renvoyé et qui permet de déplacer le centre de la caméra par rapport à la cible. Ouais, donc finalement, au-delà des enjeux d'intégration mécanique, on doit avoir un drone qui vole avec les composants. On répond à ce besoin par du dessin CAO et de l'impression 3D. On a des gros enjeux de gestion de l'énergie. On a des composants qui doivent fonctionner simultanément et qui doivent encaisser des pics de consommation. Pour cela, un de nos principaux livrables qui nous a accompagnés tout au long du projet, qui était très important, c'était l'architecture hardware, qui nous a permis de visualiser les interactions et les relations entre tous les composants, et on s'en sert encore aujourd'hui. Donc on a pu voir les 3 différents enjeux techniques du projet. On a eu aussi des enjeux en termes de gestion de projet, d'organisation. On a été supervisé donc, par notre chef de projet. On a pu discuter avec les différents experts techniques du PSE au niveau électronique, mécanique. Et l'idée, c'était donc, avec tous ces ingrédients, de pouvoir livrer un prototype qui soit totalement fini, qui soit autonome et qui soit aussi fonctionnel par la suite. On a donc la livraison avec le client dans 2 semaines. On va aller se déplacer autour de Toulouse dans un champ pour lui faire la démo en vol, donc aller en vol à 80 mètres d'altitude et pour lui montrer directement. Merci beaucoup. Bonjour jeunes ingénieurs, vous utilisez l'IA ? Vous développez de l'IA ? Eh ben, laissez-moi vous parler de l'impact de l'IA dans les industries culturelles et créatives. Donc c'est un projet qui est en partenariat avec Anity, un labo de recherche toulousain sur l'intelligence artificielle, avec la métropole de Toulouse et notre très estimé Charlie Pécoste. Et donc, ce qui s'est dégagé de l'état de l'art, c'est que le domaine le plus touché dans les industries culturelles et créatives par l'intégration de l'IA, c'est la post-production dans l'audiovisuel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une grille d'entretien et réalisé des entretiens avec différents professionnels du secteur pour comprendre un peu leur subjectivité autour du sujet, pour comprendre leurs craintes, leurs appréhensions, les nouvelles compétences que ça peut mobiliser, ou aussi les anciennes compétences qui peuvent être mobilisées justement avec cette intégration de l'IA. Et donc je vais vous présenter les résultats, en tout cas les points importants des résultats auxquels on est arrivé. Donc premièrement, l'IA, l'intégration de l'IA dans les industries culturelles et créatives, les ICC, ça mène à une précarisation. Parce que la majorité des contrats qui sont donnés par les clients sont en gros des contrats soit à court ou moyen terme, soit des contrats de freelance. Donc un client, quand il a le choix de soit payer un peu cher pour engager des gens pour faire une vidéo ou bien utiliser l'IA, il va choisir d'utiliser l'IA parce que c'est moins cher. Mais aussi ça précarise les nouveaux entrants dans le domaine parce que ça vient remplacer des tâches répétitives, des tâches qui étaient un peu lourdes et qui étaient normalement confiées aux gens sortis d'école d'audiovisuel. Et du coup là, on va les confier plus à l'IA, donc ils vont galérer à trouver du travail ou bien des stages. Il y a aussi le concept d'aura qu'on a trouvé dans l'état de l'art, qui est en gros la valeur symbolique d'une œuvre, est liée à son contexte de création et le contexte dans lequel elle est présentée. Et donc à la subjectivité aussi de l'artiste. Et donc, des œuvres réalisées par IA se placent dans un contexte de semi-aura. Parce que là où l'être humain va réussir à mettre un contexte et une vision subjective, l'IA ne va pas forcément réussir. Mais il y a quand même une influence de l'être humain, donc on parle de semi-aura. On a découvert aussi en parlant avec ces professionnels que l'IA vient répondre à des logiques de profit. C'est beaucoup moins cher, globalement. De réaliser une vidéo par IA, même en termes d'effets spéciaux ou quoi que ce soit, ou d'animation, c'est beaucoup plus rentable. Donc on nous disait, avec le même budget, on peut faire plus grâce à l'IA. Mais c'est aussi en lien avec un besoin technique. C'est-à-dire que certains vont nous dire que l'utilisation de l'IA va permettre de justement enlever les tâches hyper lourdes, et donc ils vont pouvoir se concentrer sur leur créativité. Et donc ça permet justement de rendre le travail un peu plus intéressant et un peu plus plaisant justement pour ces professionnels du secteur. Et les deux sont globalement en lien parce que plus de temps veut aussi dire moins d'argent globalement. Et je vais vous laisser sur une petite stat qui était sortie par le CNC l'année dernière, qui est que 75% des studios de post-production et d'animation utilisent de l'IA. Et voilà, merci pour votre... Merci. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien, c'est bon ? Impeccable. Je regarde mes marques. Ok. Je vais vous parler de la ville de Sète, qui est proche de Méditerranée, de la mer Méditerranée.
Et la ville de Sète a un assez gros problème, c'est que toutes ces activités de culture d'huîtres et de tourisme sont fortement impactées par les débordements de son réseau d'eau usée et pluviale, qui a tendance à déborder dans les jours de trop fortes pluies. La mairie de la ville a décidé de missionner l'ICAM pour pouvoir faire un travail de modélisation du réseau, pour pouvoir l'améliorer en permanence et donc prédire les différents changements qu'on va y faire. La question que je vous pose, c'est donc comment est-ce qu'on va faire pour modéliser tout ça ? Pour le modéliser, on utilise un logiciel open source, SWIM, Stormwater Management Model, qui est un logiciel qui a été développé pour ça. Et ce logiciel, on va lui donner à manger un hydrogramme qui est une courbe qui représente la hauteur d'eau qui tombe en fonction du temps. Cette courbe-là, on va la croiser avec une surface, donc largeur, longueur, vous connaissez. Et donc, une hauteur d'eau par rapport à une surface, ça crée un volume. Ce volume, c'est du coup le débit en fonction du temps, qui sera pompé par les différents postes de relevage dans le réseau. Une fois qu'on est arrivé à modéliser tout ça, globalement, on est capable de modéliser le réseau en entier. La complexité va résider dans le fait qu'on a un grand nombre de postes de relevage. Notre projet consiste à modéliser 5 postes. Dans la réalité, il y en a 70. Quand on les aura modélisés, l'objectif, ça va être de les comparer avec les données qu'on a sur le réel. Et donc, on va regarder les données des capteurs et tracer des courbes et voir la correspondance entre les courbes du réel et les courbes de la simulation. Là, ce que vous voyez, on a des résultats qui sont relativement proches. La simulation apparaît en bleu et les valeurs des capteurs réels apparaissent en orange et en vert. Vous pourrez voir qu'il y a un petit peu de différence entre les différents relevés. Et ça vient d'un problème qu'on n'avait pas du tout identifié à la base et qui nous mange la grande partie du temps qu'on dépense sur ce projet. Et ça vient du fait que le réel ne fonctionne pas du tout comme le théorique. En réalité, on passe énormément de notre temps à bidouiller l'ensemble des programmes qui a été fait par les agents qui ont mis en place le réseau, et on cherche toutes les incohérences qui peuvent impacter la qualité de nos données. Donc on se retrouve à faire des relevés topologiques, du moins à les confirmer. On se retrouve à regarder comment fonctionnent des pompes, comment fonctionnent des surfaces de stockage, etc. Et on va finir par confirmer nos différentes données, etc. Donc on a de l'analyse de données à faire, on a de l'analyse topographique, de l'automatisme et beaucoup de choses. Tout ça, ça vient parfaitement en lien avec ce qu'on fait à l'ICAM, parce qu'on est des ingénieurs généralistes, et donc c'est un peu notre boulot de pouvoir travailler avec plein de plateformes différentes, plein de compétences différentes pour faire quelque chose qui fonctionne. J'insiste encore une dernière fois sur ce point, pour dire qu'un ingénieur ICAM, c'est aussi dans les valeurs censé bosser sur des problématiques un peu plus environnementales et un peu plus en lien avec l'humain. Vous remarquerez que dans un milieu où on travaille à réduire les pollutions locales dans les milieux type mer, étang, etc., on est plutôt dans les clous. Et c'est fini pour moi. Je vous remercie pour votre attention. iCloud, vous connaissez, vous utilisez. Eh bien, dans le contexte de notre MSR, nous travaillons avec OVH Cloud, l'une des entreprises européennes les plus développées dans le domaine du cloud computing. Le cloud computing, qu'est-ce que c'est? C'est pour utiliser le cloud ou un ordinateur dans le serveur. Pour ça, il nous faut des data centers. Les data centers, actuellement, OVH en a partout en Europe. Le problème, c'est que ça produit beaucoup de chaleur. Cette chaleur, il faut l'évacuer. Chaque module de puissance, vous savez, ces petits modules qui libèrent énormément d'énergie à leur utilisation, ont besoin d'être refroidis. Sinon, on peut arriver à des situations critiques. C'est dans ce contexte-là que nous travaillons. Nous essayons de créer des échangeurs thermiques en fabrication additive, plus particulièrement avec la technologie de l'impression laser sur lit de poudre, qui est une technologie pour imprimer du cuivre en 3D. Pour cela, nous travaillons avec Jean-Pierre Fradin, Ahmed Batik, mais également Nishit Chaparia, pour créer des géométries qui ne soient pas usinables normalement. On va pouvoir créer des géométries pour refroidir un système en 3D. Avant ceci, on les simule sur N6 Fluent, un logiciel de CFD qui nous permet de modéliser complètement un système à partir de zéro. C'est à ce moment-là qu'on rentre en jeu. Donc nous, notre MSR, il est divisé en 3 parties. La première qui porte sur une étude matériaux, la seconde sur les simulations thermofluidiques avec le logiciel N6 Fluent, et une dernière partie plus expérimentale. Donc pour commencer, la première partie était les études matériaux, on en a fait 2. La première qui portait sur la variance des diamètres des poutres, des échantillons, et une seconde sur la porosité interne du matériau. Donc pour cela, notre client OVH nous a envoyé des échantillons en fabrication additive que nous avons pu analyser au microscope et trouver donc la porosité interne.
Donc en fonction de la largeur des poutres et donc de la précision de l'imprimante, nous avons la porosité qui varie de 0,36 à 2,9%. Donc cette porosité, qui est elle directement liée à la technologie de fusion laser, elle impacte fortement la performance thermique du matériau. En effet, plus la porosité est importante, plus la conductivité thermique diminue, puisqu'en fait les vides à l'intérieur de la matière créent des isolants. Donc ces premiers résultats nous ont permis d'ajuster les paramètres d'impression et ensuite de concevoir notre propre banc de test qui va nous permettre de valider expérimentalement les valeurs obtenues sur les simulations. Donc vous avez aussi à l'image la dissipation de chaleur, notamment dans l'un de nos radiateurs qu'on a trouvé donc, pendant ces premiers résultats. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire globalement? Il nous reste à finir un banc de test afin de comparer les simulations aux résultats expérimentaux que nous allons obtenir. Et nous espérons que demain, notre travail permettra de créer le data center de demain. Merci beaucoup. Merci. Imaginez devoir manipuler plus de 20 tonnes de poissons par jour durant une période de vaccination. C'est le quotidien de notre entreprise SPSO Bidando ainsi que de nombreuses piscicultures françaises. Au total, près de 35 000 truites vont être vaccinées chaque année. Cela se passe de la manière suivante. Des opérateurs vont venir récupérer les truites dans des bassins à l'aide d'épuisettes, puis vont les verser dans des bacs d'anesthésiants. Une fois les truites anesthésiées, elles vont être déposées sur une table de vaccination où des piqueurs vont les vacciner en boucle. Donc cette étape est assez pénible car on va avoir d'un point de vue humain des mouvements répétitifs et des charges lourdes, et d'un point de vue animal, on va avoir des blessures sur les poissons, et les poissons vont être stressés, donc une fois remis à l'eau, ils vont avoir du mal à reprendre leur alimentation et donc entraîner une perte de croissance. Face à ce constat, notre objectif était de transformer une étape critique à un flux continu, automatisé et maîtrisé de la récupération des poissons à leur anesthésie. La pisciculture disposait déjà d'une pompe de récupération et d'une table d'anesthésie. Mais ce qui lui manquait, c'était la phase intermédiaire, celle où on les anesthésie et où on les transfère entre ces deux dispositifs. Tout cela, on le faisait manuellement. Nous, notre objectif, notre rôle, ça a été de concevoir ce maillon qui manquait à cette chaîne de vaccination. Donc concrètement, en fait, on va avoir une pompe de relevage qui va récupérer les poissons dans les bassins, puis un séparateur qui va séparer l'eau des poissons. Ensuite, les poissons vont arriver dans notre système. Donc notre système, il se compose d'un bac avec de l'eau et de l'anesthésiant, ainsi qu'une vis convoyeuse sans fin. Donc les poissons, ils vont rentrer dans notre bac, passer à peu près 5 minutes de temps, le temps qu'ils s'endorment, et ils vont être poussés par la vis convoyeuse. Notre vis, elle va pouvoir convoyer à peu près 5000 poissons par heure, et en sortie, on va avoir 2 bacs qui vont permettre en fait un flux continu sur la table de vaccination afin qu'on n'ait pas trop ou pas assez de poissons qui arrivent sur la table de vaccination en une seule fois. Côté ingénierie, en plus de la gestion de projet, nous avons réalisé intégralement la SAO, le dimensionnement, la sélection des matériaux et des composants, en plus de regarder tout ce qui concerne la sécurité ainsi que la conformité européenne. Aujourd'hui, les devis sont validés et la fabrication est lancée chez notre chaudronnier. À terme, ce dispositif permettra d'améliorer les conditions de nos opérateurs ainsi que celles des truites. Pourquoi? Parce que les opérateurs réduiront leurs blessures, et pour les truites, l'ensemble des truites seront améliorées de par la qualité vu que le stress ne sera réduit dû à leur manipulation qui sera impactée. Merci de votre attention. C'était Sacha et Maverick pour la tribu d'Anglais. Imaginez un technicien face à une vanne haute pression dans une installation gazière complexe. Entre ses mains, un manuel de 50 pages avec une description des procédures techniques de cette installation. Dans ses oreilles, le bruit du sifflement d'une fuite de gaz. Il suffirait d'une fausse manipulation pour que les conséquences pour ce technicien soient désastreuses. Alors, ce qu'on souhaiterait faire, c'est des formations en sécurité et en réalité virtuelle. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle n'est pas monnaie courante dans les formations professionnelles.
Est-ce que Martin, tu pourrais nous expliquer pourquoi? Eh oui, aujourd'hui, créer ces formations prend des mois de développement. On a du codage qui est complexe et ça coûte cher aux entreprises, ça fait perdre du temps et surtout ça freine leur innovation. C'est ici qu'intervient Senia. Notre vision est simple, c'est de prendre vos documents techniques, vos fichiers, vos PDF et les transformer dans des expériences de formation immersives et visuelles. Senia n'est pas qu'un logiciel en plus, c'est un architecte autonome de création de scénarios VR propulsé par l'intelligence artificielle. Et alors vous allez me dire, mais comment ça marche? Et en fait, on utilise une architecture de pointe qui s'appelle le RAG. Pour faire simple, c'est un système qui va venir lire les procédures de formation du client. Il va venir les indexer dans une base de données vectorielle. Et en fait, cette base de données, elle va permettre à notre IA de contextualiser le domaine métier dans lequel elle va devoir générer ses formations. Et donc, grâce à un modèle de langage qu'on va utiliser avec le RAG, qui est intégré à Senia, on va pouvoir réaliser ces procédures au format JSON, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un format structuré et qui permet de définir toutes les étapes et les gestes de notre scénario. Ensuite, Senia va se connecter avec le casque pour vérifier les étapes, valider les gestes de l'utilisateur et évaluer notre apprenant dans son montée en compétences. Mais par ailleurs, la confidentialité pour nos clients, elle est vitale. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire fonctionner notre système en local, directement sur leur serveur, pour éviter toute fuite de données confidentielles. Donc pendant le temps de la formation, dans son casque de réalité virtuelle, l'apprenant, il est en immersion totale. Il peut discuter avec un agent conversationnel en direct qui va utiliser les technologies de speech to text et de text to speech, donc qui vient convertir l'audio en texte, passer par un modèle de langage, et le repasser en audio derrière dans les oreilles de l'apprenant. Pendant ce temps-là, en même temps, le formateur n'est pas qu'un simple spectateur, il peut aussi suivre la formation de l'apprenant à travers une interface graphique à distance et gérer la formation de l'apprenant, faire attention à ses erreurs, etc. Senia n'est pas juste un logiciel en plus, n'est pas juste un outil en plus, c'est une méthodologie universelle et transposable. Grâce à notre technologie adaptable, si c'est pour le gaz, pour l'aéronautique ou pour le nucléaire, on vous propose de créer des formations complexes avec une vitesse et une sécurité sans précédent. Bien souvent, on crée une technologie et on demande ensuite à l'humain de s'y adapter. C'est un processus qu'on voit souvent en ingénierie et en robotique industrielle, et nous, on souhaite travailler là-dessus. Ce qu'on souhaite, c'est que l'humain il soit pensé en amont et non rattrapé en aval. En ce moment, les cobots ou robots collaboratifs se multiplient de plus en plus. Malheureusement, leur application collaborative est quasiment inexistante. C'est pourquoi nous avons créé une interaction humain-robot dans un milieu naturel, donc réaliste et cohérent, un milieu collaboratif et un milieu longitudinal, c'est-à-dire les participants vont rester sur une longue durée sur nos expériences. Donc notre projet, c'est de concevoir une étude comportementale sur l'interaction humain et robot. Donc pour ça, on travaille avec le laboratoire clé de Jean Jaurès, notamment Lohan, étudiant en ergonomie psychologie cognitive. Donc en gros, nous robots, eux humains. Donc notre interaction, ce sera un robot qui va préparer du café en interaction avec un humain. Donc on va avoir le robot avec une machine à café, un distributeur de dosettes, de verres et de consommables, une caméra qui permettra de faire la reconnaissance IA de ce qui se passe dans l'environnement, une reconnaissance vocale, et pour finir, un programme Python qui gère le tout, et avec des différents nœuds de communication sur toutes les parties du système. Ce qui est souvent intéressant dans le travail interdisciplinaire, c'est de pouvoir comparer les méthodes de travail. En ingénierie, on n'est pas très malin, on fonce, et on justifie plutôt en général après, voire pas du tout, tant que ça marche. En sciences sociales, c'est plutôt l'inverse. Il y a un fort travail de recherche qui est effectué en amont, qui prend du temps, et c'est là où il nous apporte une justification scientifique et une rigueur dans notre travail, quand nous, on est plutôt sur le côté efficace et technique. Mais ce projet nous a surtout montré une chose. Aucune discipline ne peut, à elle seule, répondre à un problème aussi multifactoriel que celui de l'interaction humain-robot. Donc, c'est précisément ça. En croisant les regards de nos deux disciplines, on va faire avancer la science dans le bon sens, en créant des technos qui s'adaptent à l'humain, et non pas l'inverse. Et ça, c'est notre projet.
Et donc, c'est intéressant de voir comment nous, ingénieurs, on a tendance à fabriquer des systèmes qui sont pour des ingénieurs ou pour les industriels. Et en fait, grâce à ce partenariat, donc on voit un peu plus le côté humain. Et ce qui est fou aussi, c'est de voir à quel point les psychologies cognitives parmi les chercheurs, c'est considéré comme une science molle, qui soit mal considérée. Et même, dans certains moments, nos collaborateurs qui ont été considérés comme des esclaves à nos bottes. Donc on réalise prochainement nos expériences, donc on ne peut pas trop rentrer dans notre sujet et notre protocole pour éviter les biais, mais c'est un sujet qui est peu traité dans la science et dans la littérature scientifique, et c'est via cette collaboration qu'on va mener un projet innovant, et on l'espère qu'il portera ses fruits et sera soutenu. Donc on compte sur vous, merci pour votre écoute. Merci, merci, merci.